l'Union européenne fédérale, quels sont les risques pour la France? Donc l'Union européenne, c'est pas difficile de se rendre compte qu'elle est de plus en plus intrusive dans nos vies. Ça commence par le bouchon de bouteille qui est vissé de nos bouteilles. Ça va jusqu'au contrat de vaccin dont on n'a jamais connu effectivement les conditions et puis on nous les a imposées derrière. Et à l'arrivée, ça fait une Union européenne qui est un échec pour les Français puisque nous faisons, comme on l'a dit dans le débat précédent, nous faisons désormais partie des pays les plus pauvres de l'Europe. Notre PIB par habitant est dans la moyenne inférieure des pays européens, alors que nous sommes toujours contributeurs nets, ce qui veut dire que nous donnons de l'argent à des pays qui sont plus riches que nous. On est des champions. Le contrat est accablant et les européistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent un peu comme à l'époque de Mao Tse-tung et son grand bond en avant, si ça ne marche pas, c'est parce qu'on n'en a pas fait assez, donc il faut en faire encore plus. Et le plus, c'est aller jusqu'à l'Europe fédérale. Donc le produit ne fonctionne pas, il est même toxique, donc prenons-en plus et espérons que ça marche mieux. C'est évidemment un souci. Donc nous avons la chance de recevoir M. Philippot, qui est le président des Patriotes, et M. Vous allez devoir applaudir autant M. Poisson, qui est le président du parti Villard. Et on va tout de suite attaquer par une première question qui est: est-ce que nous allons vers une Union européenne fédérale? Qui va être effectivement la première question. Lequel de vous veut commencer? Ça marche là? Oui. Bonjour à tous et merci de votre accueil, merci de cette invitation. Est-ce que nous avons une Europe fédérale? Pas tout à fait. Elle voudrait bien, mais nous, on ne veut pas. Et la situation d'aujourd'hui me fait penser à ce que disaient les anciens communistes de l'Union soviétique. Je ne fais pas cette comparaison au hasard parce que je suis persuadé que, sous beaucoup d'aspects, l'Union européenne d'aujourd'hui ressemble furieusement à l'Union soviétique il y a quelques décennies. Les communistes considéraient que l'Union soviétique ne fonctionnait pas parce qu'elle n'était pas assez communiste. Et je pense que nos européistes considèrent que l'Europe ne marche pas parce qu'elle n'est pas encore assez fédérale. Alors qu'est-ce que ça voudrait dire d'entrer de plein pied définitivement dans le fédéralisme? Dans le fédéralisme, ça voudrait dire perdre ce qui fait que nous avons encore un peu de liberté de décision sur des sujets essentiels qui sont des sujets régaliens, c'est-à-dire la diplomatie, la défense. Une fois qu'on entre dans un État fédéral, on perd ça. C'est la marque du fédéralisme. Vous regardez les grands pays fédéraux, autour de nous, il y en a quelques-uns, l'Allemagne, l'Espagne, la Suisse. La caractéristique, c'est qu'aucun land allemand, aucun canton suisse ne dispose de sa politique de défense, ne définit ses principes généraux du droit, et n'a de possibilité d'exercer lui-même des pouvoirs régaliens, y compris d'ailleurs une partie de la politique pénale leur échappe. C'est pareil aux États-Unis. Vous pouvez vous organiser comme vous voulez. Dans les États américains, certains ont 2 chambres. Il y a une chambre des députés, une chambre des sénateurs de l'État. Parfois, il n'y en a qu'une. Dans certains États, on applique une certaine loi pénale. Dans d'autres États, on applique une autre. Mais c'est la même monnaie partout, le cas particulier de la monnaie qui est comme par détail. C'est la même politique de sécurité pour tout le monde. C'est la même défense pour tout le monde. C'est la même diplomatie pour tout le monde. C'est le même hymne pour tout le monde. C'est le même drapeau pour tout le monde. Voilà ce que c'est que le fédéralisme. Ça veut dire en un mot la disparition de la France comme État, donc comme nation, donc comme peuple. Quand on perd son État, on perd sa liberté, et puis tout s'enchaîne. Et on a voir le cœur net. Regardez ce qui s'est passé pour la Grèce antique, qui est un excellent exemple de disparition progressive d'un pays immensément riche sur le plan patrimonial, culturel, de l'influence, qui était une grande puissance militaire ou plusieurs puissances militaires. Et du jour où ils sont passés sous le joug de l'Empire romain, ils ont tout perdu. Petit à petit, le déclin s'est installé. Et donc, c'est à ça que nous voulons, nous, absolument échapper. Donc, c'est pour ça que nous voulons garder furieusement les instruments de notre liberté, que sont les outils régaliens, notre diplomatie, notre défense, notre sécurité. Alors, ce qui est déjà passé de l'autre côté, il va falloir qu'on le récupère. C'est le sens du combat qu'on a conduit il y a 2 ans avec Florian aux Européennes, c'est-à-dire le contrôle de nos frontières et notre monnaie. Quand on aura ça, on verra plus clair. Voilà, je m'arrête là pour le moment.
Bonjour à tous, je remercie Philippe Murer et le mouvement politique citoyen pour cette invitation et cette initiative. Et écoute, Jean-Frédéric, je serai d'accord avec toi. C'est bizarre. Non, notre liste ne s'est pas encore désunie en 2 ans. Mais je vais commencer par citer ce qu'a dit un certain Emmanuel Macron, ça vous dit sûrement quelque chose. C'était hier soir à Munich, à la conférence de Munich. Il a déclaré ceci: quand je dis que l'Europe doit devenir un pouvoir, je ne parle pas de la France ou de l'Allemagne, je parle de l'Europe. Il ajoute: il faut penser et agir comme des Européens. Si on pense ou qu'on agit séparément avec une ambition de pouvoir national, ce sera une énorme faute. Je ne crois pas qu'on ait déjà entendu un président de la République française parler ainsi, car on est dans un discours qui est évidemment dans la trahison de notre pays et de ses fonctions constitutionnelles à lui, puisqu'il est censé défendre l'indépendance nationale constitutionnellement. Mais on est même au-delà de ça, on est maintenant dans un discours de négation de la France, dans son existence même, comme nation indépendante qui devrait rechercher une influence, une puissance, un pouvoir, comme il dit. Et je vous dis ça parce que pour moi, c'est très significatif pour répondre à la question. Dans la tête de ces, alors vous mettez 10 000 guillemets, hein, de ces pseudo-élites, de cette caste, on est déjà, depuis longtemps, dans l'Europe fédérale et même au-delà, et déjà dans la post-France, l'après-France. Dans la tête des peuples, non, pas du tout. Et Dieu merci. On a un indicateur le plus récent, le plus objectif. Il y a eu un sondage il n'y a pas très longtemps, il y a 1 an. Vous vous sentez plus français qu'européen. Et c'était 93% des gens, des Français, qui avaient dit on sent plus français qu'européen. Et même une large partie avait dit on ne sent pas du tout européen, en fait. Donc, il n'y a pas de, même pas de naissance de peuple européen ou quoi que ce soit. Parce que quand on parle de fédération, c'est vrai qu'il y a la Suisse, l'Allemagne, l'Espagne, la Belgique. On pourrait parler de la Belgique en un cas un peu particulier. Mais les États-Unis, à la base, il y a un peuple quand même. Il y a des identités régionales ou de Länder, mais il y a quand même un peuple. Il y a un peuple américain, il y a un peuple allemand. Pour qu'il y ait une fédération européenne, encore faudrait-il qu'il y ait un peuple et une volonté de vivre ensemble et de faire des choses ensemble au niveau européen et une histoire commune et un sentiment commun. Et ça n'est pas le cas. Et donc, dès qu'on veut aller dans cette direction, qu'on nous y pousse, c'est forcément artificiel. Et comme c'est artificiel et que ça repose sur aucune volonté nationale, aucun peuple, aucune nation européenne, aucun peuple européen, c'est forcément totalitaire. Car vous ne pouvez pas aller contre les peuples et les nations, surtout des nations comme la France qui ont tant et tant de siècles, peut-être de millénaires d'âge, sans que ça fasse des dégâts. Ça fait des dégâts considérables. Alors pour répondre à la question, est-ce qu'on va vers l'Europe fédérale? Oui, il manque encore effectivement l'armée et encore. Vous avez bien compris que c'est l'objectif et qu'ils vont vite. Le commissaire européen à la défense a dit qu'il faut une armée commune européenne de 100 000 hommes, là, très bientôt. Évidemment, l'armée commune deviendra vite l'armée unique. Comme la monnaie commune est devenue la monnaie unique, le marché commun est devenu le marché unique. C'est toujours pareil. Mais ils ont déjà, au-delà de l'armée où ils avancent, ils ont déjà la monnaie, ils ont déjà les frontières, ils ont déjà largement le budget, puisqu'on est complètement corseté, sous surveillance, sous amende quand on bouge le petit doigt. Ils ont déjà le commerce, on l'a vu avec le Mercosur. Ils ont déjà l'énergie, on l'a vu avec la PPE3, qui est en fait une transposition de directive européenne, ce qui n'a pas été clairement dit aux Français. On le voit plus simplement avec le principe d'un droit supranational. Il y a une loi européenne, alors jurisprudence, règlement, directive, droit primaire des traités, c'est ce qu'ils appellent la loi européenne, qui est supranationale, qui a une autorité supérieure au droit national dans toutes ses composantes. Je vous signale également au-dessus de la Constitution. C'est reconnu depuis 1964 par la Cour de justice de l'Union européenne que la moindre directive est supérieure à la Constitution française. Depuis 1964, c'est reconnu. Et c'est reconnu maintenant par le Conseil constitutionnel français, qui met juste à part, comme la Cour de justice, l'identité constitutionnelle des États, dont on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc c'est extrêmement restreint et arbitraire. C'est pour ça que tous les projets politiques qui consistent à dire on va modifier la Constitution pour dire que, par exemple, sur l'immigration, on mettra dedans que notre droit français est supérieur au droit européen, c'est absolument pipeau.
Et en plus, la Constitution n'est pas faite pour accueillir un programme politique et devenir une espèce de réceptacle des lois qu'on ne peut pas mettre ailleurs parce qu'on n'a pas la souveraineté. Mais ce qui me fait penser que nous sommes déjà en fait dans une Europe fédérale et que leur but est même d'aller au-delà, je y viens dans un instant et je conclurai là, pour redonner la parole à Jean-Frédéric, c'est, vous savez, ce qui définit la souveraineté, c'est qui a la compétence de la compétence. Pour ceux qui ont fait du droit constitutionnel, du droit public, la souveraineté, c'est j'ai la compétence de la compétence. C'est moi qui décide ce qui me revient ou ce que je peux déléguer éventuellement, mais que je peux reprendre à tout moment. Or là, et ça c'est une évolution des dernières années, de plus en plus, l'Union européenne a elle-même la compétence de sa compétence. Je prends l'exemple du Covid. Rien dans les traités ne donnait la compétence de la santé à l'Union européenne. Elle l'a prise pendant le Covid, grâce au Covid. Et elle a négocié notamment ces fameux contrats Pfizer, vaccinaux, et voilà. Et en 2024, contre les traités, qui ne lui donnaient pas le droit de le faire, von der Leyen a nommé un commissaire européen à la défense pour la première fois. Il n'y avait pas de commissaire européen à la défense, puisqu'il n'y a pas normalement de compétences européennes pour la défense dans les traités. Donc, de plus en plus clairement, l'Union européenne a la compétence de la compétence, qui est le signe qui définit ce qu'est une fédération. Alors moi, je pense qu'ils veulent aller même plus loin, parce que je pense qu'ils ne souhaitent pas que la France puisse avoir même les pouvoirs résiduels du Kentucky, ou l'Allemagne de l'Utah, quoique l'Allemagne est un cas à part, ou de la Wallonie, si on compare à nos amis belges, ou de la Catalogne, où on peut prendre tous les exemples d'entités fédérées ailleurs. Je pense que l'Union européenne est dans une telle ivresse de pouvoir qu'elle veut aller même vers une espèce d'État centralisé. Et il y en a un qui l'a dit. C'était en novembre 2023, c'est Mario Draghi qui a dit « Il est temps que l'Union européenne devienne un État ». Et là, les choses sont claires. Et effectivement, Jean-Frédéric a 1000 fois raison. Si l'Union européenne devient un État, ce qui est leur but depuis l'origine, si vous savez lire Jean Monnet dans les années 40, 50, vous savez très bien que c'est le but depuis l'origine. Ils reviennent à cela. D'ailleurs, ils reviennent à la défense, qui était la Communauté européenne de défense, c'était 52. Ils reviennent à l'armée européenne, ils reviennent à l'origine. Si l'Union européenne est un État, il n'y a plus d'État français, il n'y a plus d'État, il n'y a plus de représentation à l'ONU, il n'y a plus d'existence de la France. C'est ça le sujet. Voilà pourquoi ce sujet, je remercie Franck, Philippe et le mouvement politique citoyen de poser cette question cet après-midi, ça devrait être le seul, peut-être, grand sujet d'élection présidentielle française qui arrive. Encore faudrait-il qu'il y ait des souverainistes et des amoureux de la France authentique parmi les candidats de cette élection présidentielle. Mais c'est le vrai sujet, c'est le seul grand sujet, car c'est le sujet de la disparition ou la résurrection de la France. Alors, pour rebondir sur le sujet, il y a quelque chose qui est quand même assez étonnant, c'est qu'on est un pays qui a toujours lutté, qui s'est battu pour ses frontières, qui a fait X guerres. Et la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on en est arrivé à ce que la France, qui s'est en battue justement, accepte de renoncer sans combattre à sa souveraineté, à son identité, et comment vous expliquez effectivement que, quoi qu'on dise, on est un pays où effectivement la population semble accepter des choses qu'on n'aurait jamais acceptées dans le passé. Ah ben, ma réponse va être courte, hein, parce que nous sommes gouvernés par des couards. C'est simple. C'est tout. C'est des gens qui n'ont pas le même attachement que nous à notre propre pays. Pour certains d'entre eux qui ont vécu dans l'illusion du fait que, comme Montesquieu, si vous voulez, dans Montesquieu, il y avait cette idée que le doux commerce allait tout régler. C'était l'ambition de la trilatérale qui allait convertir l'Union soviétique par le commerce et donc qui allait assurer la paix dans le monde. C'est Fukuyama qui dit que l'histoire s'arrête. Enfin, il y a tout un tas de délires comme ça qui disent le libéralisme aura raison de tous. S'il y a la guerre, avant c'était la faute des religions, on a coupé la tête aux religions, maintenant c'est la faute des nations, donc on va couper la tête des nations. Puis c'est tout. Enfin voilà, c'est une espèce de délire idéologique dans lequel sont entrés un certain nombre de nos gouvernants qui par ailleurs sont des lâches. C'est tout, c'est simple. Alors il y en a qui l'ont fait par intérêt, d'autres peut-être par conviction, les troisièmes parfois un peu des deux. Mais surtout, vous savez, vous connaissez certainement, si ça n'est pas le cas, il faudra l'inviter un jour ici, mon cher Philippe, Éric Branca, je suppose que vous connaissez cet historien. Il a écrit une rafale de livres, en particulier sur les relations orageuses entre les États-Unis et la France, notamment un qui s'appelle L'ami américain, dont je vous conseille vivement la lecture. En réalité, qui empêche en Europe
les Américains de dominer l'Europe, sinon la France? Qui? Quand vous lisez le livre, vous connaissez ce livre également, Joseph Brzezinski, s'appelle Le Grand Échiquier, paru il y a une trentaine d'années. Brzezinski, qui était le conseiller de Carter, vous vous en souvenez, il est le formateur à l'université Johns Hopkins de tous les diplomates américains, en fait, toute une génération de diplomates. Et dans ce livre, il fait une démonstration assez simple. Le principe, c'est qu'il faut que les États-Unis dominent le monde. Pour dominer le monde, il faut dominer l'Europe. Pour dominer l'Europe, il faut la diviser. Et pour diviser l'Europe, il faut rétablir l'arc qui allait, comme au temps de l'Empire ottoman, de Damas jusqu'à Vienne. L'arc musulman, je ne vais pas faire de dessin. D'où le bombardement de la Serbie, l'éclatement de l'ex-Yougoslavie, la création du Kosovo, etc., etc., etc. C'est ça qui est en train de se passer. Qui résistait à ça, presque par vocation, sinon la France, quand elle avait à sa tête des chefs d'État qui étaient conscients de cette volonté dominatrice de nos amis américains, qui paradoxalement sont le seul pays, les États-Unis, avec lequel la France, nous n'avons jamais été en guerre sur toute la Terre. Il y a deux pays qui ne sont jamais fait la guerre, ce sont les États-Unis et nous. On devrait en conclure que c'est la marque d'une amitié indéfectible et sans faille. C'est vrai sur le plan militaire, parce que sur le plan économique, pour le coup, ils ne nous ont pas épargnés, mais pas épargnés avec la complicité des gouvernants français. Quand vous prenez la liste de toutes les entreprises qui sont passées sous contrôle américain ces 15 dernières années, enfin, on est effaré. Après, on se demande pourquoi il y a des chômeurs. Parce qu'on a vendu des boîtes. Donc, c'est normal que, il y ait moins de gens. Monsieur Macron va faire des grands mamours à ArcelorMittal ces derniers jours, dont on sait parfaitement qu'ils n'ont jamais respecté le plan de rachat de la sidérurgie française, il y a des matières des emplois, on crée d'autres, investir, ils ne l'ont jamais fait. Mais on va leur faire des mamours aujourd'hui, parce que voilà, donc voilà les gouvernements que nous avons, et qui effectivement, malheureusement, sont élus par le peuple français, parce qu'ils ne sont quand même pas là par hasard. Il va falloir que les Français se réveillent un jour en disant, mais enfin, qu'est-ce qu'on a foutu pour mettre des pareils branquignoles à la tête des affaires. Donc, si vous voulez, quand on additionne tout ça, une fausse idéologie sur les vertus supposées du libéralisme, qui n'en a finalement pas tant que ça, des gouvernants qui ne croient pas dans la destinée de la France. Giscard dit en 1974, quand il est arrivé de l'Élysée, la France est un petit pays. Je pense que même le président de la principauté d'Andorre ne dit pas ça à propos de la principauté d'Andorre. Il ne dit pas que c'est un petit pays, il dit qu'il y a une très grande principauté. Il a raison. Il a parfaitement raison. De la même manière qu'un sénateur ne dit jamais qu'il y a des petits maires. Il n'y a pas de petits maires, il n'y a que des maires de communes, certes d'une taille moindre, mais ils sont tous très importants, et ainsi de suite. Si vous n'avez pas d'estime pour la charge que vous avez, pour la responsabilité que vous exercez, comment voulez-vous la défendre? C'est impossible. Donc voilà, c'est tout ça cumulé qui fait qu'on est aujourd'hui à la merci de tout un tas de vents qui se croisent au-dessus de nos têtes et que nous sommes, pour l'instant en tout cas, en à peu près totale incapacité d'arrêter. Ne perdez pas votre temps, il vaut mieux écouter Florent. Merci quand même. Que les Américains aient des volontés, on en est tous convaincus. Effectivement, le livre Mon ami américain est assez impressionnant. Mais il y a quand même la question de l'acceptation du peuple. On a un peuple qui est normalement un peuple, comment il disait Emmanuel Macron, qu'on était des Gaulois réfractaires. Et pourquoi on n'est pas Gaulois réfractaires sur tout ce qu'on voit et tout ce qu'on décrit aujourd'hui? Mais sur la question européenne, on l'est. Parce que je rappelle qu'on a eu le droit de voter une fois en 2005, un référendum. C'est la dernière fois d'ailleurs, vous avez remarqué. Hein. Il y a eu un seul référendum en France ensuite, et qu'on a dit brillamment et massivement non. Et que ce n'était pas gagné, puisque 3 mois avant, le oui était à 65% dans les sondages. C'est parce qu'il y a eu enfin un débat, une discussion. Si vous vous souvenez, si vous l'avez vécu comme moi j'étais étudiant, mais enfin j'étais à fond pour le non, les gens se saisissaient du traité. C'était impressionnant d'ailleurs, un texte un peu compliqué. Il y avait une espèce de d'effervescence nationale. On voyait toutes les professions, tous les âges qui s'y mettaient. Je trouvais ça formidable. Là, c'était là, ça redonnait envie en la démocratie, si vous voulez. Là, parce qu'on était dans une vraie pratique de la démocratie et de la politique, avec un beau P majuscule. C'est bien pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont tout saccagé ensuite. Et qu'ils n'ont plus jamais refait ça. Le référendum, vous le savez, a été annulé par le traité de Lisbonne 3 ans plus tard.
Et plus de référendum, nous avons aujourd'hui des élections dans lesquelles on ne peut pas trancher les sujets. On ne peut pas. Regardez les européennes, nous l'avons vécu, Jean-Frédéric, il n'y a pas eu de débat. Nous, on n'a pas eu le droit au débat avec les autres listes. Ça a toujours été les mêmes 6, 7, qui ont fait 15 fois le même débat d'ailleurs, ça devait être passionnant. Et ils étaient, je suis désolé, pour moi, c'était des variantes du même projet. Vous pouviez repeindre en bleu marine, en vert, en rose, en rouge, ou en bleu reconquête le projet, moi c'était le même. On reste dans l'Union européenne. À partir de là, vous faites des slogans pour plaire à l'oreille de vos électeurs respectifs, mais vous ne changez pas la politique de la France. Et puis l'élection présidentielle, alors elle est cadenassée à 1001 niveaux par les signatures qui sont devenues de plus en plus compliquées à avoir, et c'est fait exprès. Et puis l'organisation médiatique maintenant du scrutin est un cirque. C'est ridicule, il n'y a pas de débat. C'est organisé pour qu'il n'y ait pas de débat. Est-ce qu'en 2017, en 2022, vous avez eu l'impression qu'il y a eu un débat sur l'Europe qui devrait être le grand sujet de l'élection présidentielle quand même? Est-ce que la France va survivre ou pas? C'est quand même intéressant comme sujet. Ben non. Donc, on ne peut pas vraiment savoir si les Français tranchent, puisqu'il n'y a rien n'est organisé pour qu'ils puissent trancher. Et les seuls lieux d'expression où ils peuvent s'exprimer sur la question, c'est-à-dire aujourd'hui les médias indépendants et les réseaux sociaux, ah bah comme par hasard, ils sont menacés de censure. Ça n'a rien à voir avec tout ça, c'est pour la protection des enfants. Vous l'avez bien compris, évidemment. Donc, c'est compliqué. Moi, je sais que la dernière fois que les Français se sont exprimés là-dessus, ils ont dit non. Ça, c'est tout ce que je sais. Voilà. Il y a une responsabilité de ceux qui dirigent la France, des couards ou des traîtres. Ce sont des traîtres. Ce sont des traîtres à la France. Quand on est comme Sarkozy, on en est à vendre l'or de la France, à nous remettre dans le commandement intégré de l'OTAN, à faire le traité de Lisbonne, à faire la Libye, etc. C'est une haute trahison. D'ailleurs, c'est hallucinant le traitement médiatique auquel a eu droit Sarkozy pour ses 19 jours de prison avec des yaourts il y a quelques semaines, où il était, sur la plupart des plateaux, considéré comme un héros. Enfin, moi, j'étais profondément choqué, honnêtement, rien qu'à cause du bilan de cet homme, même au-delà des affaires judiciaires qui sont quand même nombreuses. Hollande, c'est le souvenir, il nous laissera le souvenir d'un flanc, quoi, mais pas grand-chose. Et ensuite, Macron, alors là, Macron, c'est quand même du lourd, du dur. C'est une trahison tous les jours, une haute trahison tous les jours. Mais avant ça, effectivement, Jean-Frédéric a 1000 fois raison. Giscard, la France est une puissance moyenne, 1% d'humanité seulement. Mitterrand, la France est mon passé, l'Europe... la France est ma patrie, l'Europe est mon avenir. Ce qui voulait dire la France est mon passé, l'Europe est mon avenir. L'acte unique, Maastricht, tout ça. Donc on est dans une succession comme ça de dirigeants qui de plus en plus sont allés vers la trahison de la France. Mais je ne voudrais pas exonérer les pseudo-oppositions de leurs responsabilités. Car s'il y avait en France, au Parlement, une opposition digne de ce nom, qui aurait remis les points sur le i depuis longtemps sur cette question européenne et sur la trahison de Lisbonne, je vous assure qu'on n'irait pas à ce train-là vers l'anéantissement de la France. Évidemment que non. Il y aurait à tout le moins des freins. Si vous aviez, et il faut le citer, puisque c'est le premier groupe d'opposition aujourd'hui au Parlement et que c'est le premier parti de France, si vous aviez un RN qui était resté solidement arrimé au Frexit, qui était resté solidement arrimé à la souveraineté monétaire, à la sortie de Schengen, à la sortie de ce système, à une politique étrangère quand même un peu plus digne que ce qu'il a aujourd'hui, je vous assure que Macron ne pourrait pas faire tout ce qu'il fait. Et donc, les oppositions, il faut les traiter avec beaucoup de sévérité. Et il faut surtout les remplacer. Car on ne peut pas continuer avec cette cogérance, cette cogestion catastrophique. Voilà, donc, moi, j'ai foi au peuple, dans le peuple français. Bien sûr que tout est fait pour qu'il se démobilise, pour qu'il ait peur d'aller dans la rue. Forcément, on lui casse la gueule quand il va dans la rue. Alors forcément, ça donne moins envie. On lui creve un œil ou on lui arrache une main. C'est compliqué. Enfin, malgré tout, on a bien vu depuis le Covid qu'il y a quand même des moments d'effervescence. Nos paysans sont là, les Français ont été là. Et donc, il ne faut pas désespérer du tout du peuple français. Il faut juste reconstruire les conditions pour qu'il puisse s'exprimer et imposer ses choix. Car le seul souverain, je le rappelle, normalement, c'est lui, c'est nous, c'est le peuple. Si nous arrivons à débloquer cette situation, si le peuple français vraiment demain peut décider de son avenir, je suis absolument convaincu qu'il fera le choix de la France. Qu'il fera le choix de la France et pas de Bruxelles, de Mme von der Leyen et de l'Union européenne. Voilà, donc c'est un combat intéressant,
C'est le seul combat qu'on devrait mener aujourd'hui très sérieusement d'ailleurs, hein, parce que c'est le combat qui permet tous les autres derrière, sur tous les sujets. Et je crois que le peuple français est un peuple suffisamment politique pour pouvoir le mener. Encore faut-il que, eh bien, il trouve les voies, les porte-paroles, les ressources nécessaires pour pouvoir le faire. Et je pense que nous sommes en bon chemin pour cela. C'est d'ailleurs l'occasion de remercier les médias dits alternatifs, mais plutôt les médias qui sont venus aujourd'hui, qui couvrent cette manifestation. Et effectivement, beaucoup de choses vont passer par eux, donc merci à vous d'être venus. Et puis pour la dernière partie, alors je ne vais pas faire l'un et l'autre parce que ce ne serait pas juste, vous prendrez chacun la moitié. C'est faites-nous peur, c'est si l'Union fédérale, ils arrivent à la faire, qu'est-ce qui va nous tomber dessus? Et faites-nous rêver, comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas être piégé dans cette Union européenne fédérale? Oh, faites-nous peur, vous prenez la situation d'aujourd'hui, vous la multipliez par le facteur que vous voulez, 2, 3, 5, 8, 14, le chiffre que vous voulez, et vous aurez à peu près la certitude d'avoir tout ce qu'on ne veut pas. Pourquoi? Parce que dans un État fédéral, Florian disait très bien tout à l'heure, enfin dans une Europe qui serait devenue fédérale avec un État au sommet, la France aurait probablement autant de pouvoir qu'un conseil départemental aujourd'hui. J'ai beaucoup de respect pour les conseils départementaux, ça va sans dire. Mais enfin, c'est pas là que les choses se décident quand même. Faut pas, voilà. Donc, que fait un conseil départemental aujourd'hui? Il entretient un certain nombre de routes, il distribue des aides sociales dont il ne contrôle ni la population, ni le montant, ni l'assiette. Il perçoit des impôts qu'il subit sans avoir aucune forme de liberté dans la détermination des taux. Et il s'occupe des collèges. Voilà ce que fait un conseil départemental. Quand ils avaient de l'argent, ils faisaient d'autres choses. Parce qu'ils avaient, à l'époque où ils avaient le droit de faire beaucoup d'autres choses que ça, ils pouvaient soutenir des programmes culturels, etc., des tas de choses comme ça, ils le font encore un peu. Mais globalement, vous voyez qu'on est quand même très loin des politiques macroéconomiques, de l'organisation de la défense, de la diplomatie, etc. C'est même un monde à part. Mais si vous voulez regarder les choses de manière un peu plus optimiste, vous pourrez dire on aura autant de pouvoir qu'une région. Ben, vous rajoutez à ce que je viens de dire la formation professionnelle, les lycées et les routes nationales. Chic alors. Et tout à coup, tout s'arrange. Vous voyez bien que... Donc non, évidemment que ça ne peut pas être un motif satisfaisant. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, qui est à la fois la faute d'une carence de l'État, d'une négligence de nos gouvernants, plus cette espèce de fuite en avant, parce que je pense qu'il y a un côté de fuite en avant. C'est l'élément d'espoir que je vais vous dire dans quelques instants. Tout ce qui ne fonctionne pas dans la France d'aujourd'hui, ben encore une fois, il n'y a aucune chance que ça marche mieux sous l'égide d'un État fédéral, puisque l'État fédéral ne ferait qu'amplifier l'incapacité des Français à décider de leur sort, la capacité de l'État français à dégager des ressources qu'il utiliserait librement, etc. Donc il n'y a pas de raison que ça s'arrange. Maintenant, je reviens sur le débat de 2005 que Florian évoquait à l'instant. Qu'est-ce qui s'est passé en 2005 ? Dans un premier temps, moi j'étais plus étudiant depuis déjà un certain nombre d'années, mais ainsi va la vie, chacun son tour, comme dit l'autre. On a reçu dans nos boîtes aux lettres un machin. Ceux d'entre nous qui ont quelques cheveux blancs sur la tête s'en souviennent sans doute. C'était écrit en petit. Et comme disaient des proches à un autre sujet, le document était d'une telle qualité que ça permettait de lire Sartre en un seul coup. On avait à la fois la nausée et les mains sales. C'est comme ça. On était tranquille. Ça faisait des taches, vous vous appelez, sur les doigts quand on disait le truc. Et on voyait débouler en réunion publique des gens avec le texte. Ils avaient pris des notes, ils avaient annoté les trucs, mis des coups de stabilo, etc. C'était indigeste comme c'était impossible d'être indigeste. Mais ils l'ont fait. Et pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait? Pourquoi est-ce que ce débat a pris? En particulier, pas seulement parce qu'il y a un monsieur, quelque part dans le sud de la France, qui a décidé de se saisir du sujet, de le lire et puis de balancer sur Internet une petite synthèse de 4-5 pages. Il s'appelait Étienne Chouard. Il est déjà venu ici d'ailleurs. L'an dernier, il était là, enfin là-bas. Et ça s'est propagé comme une traînée de poudre. Pourquoi? Parce que les Français avaient besoin d'être informés, de comprendre ce qui se passe, d'avoir une lecture simplifiée, parce que les 95 pages du texte, merci, il fallait quand même... Nous, on l'a fait parce qu'il fallait bien qu'on le fasse, mais si on avait pu s'en passer, bon. Et ça a pris comme ça. Alors en plus,
il est vrai de dire qu'une partie de la gauche a fait son travail correctement, si j'ose dire. La plus surprenante de la gauche de l'époque, parce qu'on n'imaginait pas que Fabius serait opposé au traité européen. Il l'a sans doute fait pour des motifs de conviction profonde, comme d'habitude, mais enfin, acceptons-en d'augure. Et voilà ce qui s'est passé. Autrement dit, le premier élément d'espoir, c'est qu'à partir du moment où les Français décident de se saisir d'un sujet, ils le font bien, ils le font de manière compétente, et ils le font à fond. Donc ça veut dire que la première responsabilité pour nous, ça consiste à les aider à se saisir de sujets, d'en faire une question pour les élections prochaines. Deuxième élément, je ne désespère pas qu'on finisse par avoir à l'Assemblée nationale un jour, non pas qu'on obtienne la destitution d'Emmanuel Macron au titre de l'article 68, ça j'y crois pas. Parce que ça, c'est un texte qui est écrit, c'est comme le référendum d'initiative populaire, c'est écrit pour que ça ne marche pas. Donc il ne faut pas avoir aucune illusion sur le sujet. C'est l'ancien vice-président de la commission des lois qui vous le dit. C'est fait pour que ça ne marche pas. Ça ne peut pas aller jusqu'au bout. En revanche, ce qui peut aller au bout, c'est un débat dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale sur la destitution du chef de l'État. Et ça, ne serait-ce que ça, évidemment, vous comprenez tout seul que c'est un élément de bouleversement du champ politique. D'abord, ce serait une première, il n'y en a jamais eu. Et vous comprenez bien que le chef de l'État ne peut pas regarder ça tranquillement depuis son bureau de l'Élysée à la télévision comme s'il ne se passait rien. Ce serait un événement politique massif et susceptible de réveiller les gens. Pour ça, il faudrait que, là encore, Florian lève les yeux au ciel parce qu'il sait ce que je vais dire, il faudrait que les oppositions de l'Assemblée nationale et du Sénat se réveillassent. Et pour l'instant, ils sont un peu endormis. Bon. Il faut jamais désespérer. Le pire n'est jamais sûr, mais ça peut arriver. Je pense qu'il y a un ou deux faits déclencheurs qui permettraient effectivement de réveiller l'opposition sénatoriale, enfin la majorité du Sénat qui est dans l'opposition à Macron aujourd'hui. Ce serait une déclaration de guerre unilatérale de Macron pour envoyer les gens en Ukraine. Là, je pense que pour le coup, la droite du Sénat dirait là, c'est trop. Et la deuxième, c'est que effectivement, ils entrent dans des délires de partage de la dissuasion nucléaire, etc. Enfin, des choses comme ça qui seraient too much. Pour le coup, on peut accepter un statu quo quand on est sénateur de droite aujourd'hui, dont je rappelle qu'un membre éminent du Sénat des Républicains est désormais candidat à la présidentielle, ce qui pourrait aussi un peu énerver le groupe des Républicains du Sénat. Il va se dire quand même, si l'un de nous est en campagne, il faut quand même qu'on fasse 2-3 trucs un peu différemment. Enfin, tout ça existe aussi. Donc peut-être bien que les circonstances politiques vont nous amener vers 2-3 événements un peu plus râpeux. Il faut un peu de rap parce qu'il faut que les Français se réveillent. Il faut se frotter la couenne sur des trucs qui ne sont pas très agréables, pas pour se rendre compte. Moi, c'est ça que j'attends et je pense que ça arrivera. Après, je conclus par là. L'échéance de 2027 est assez simple à résumer. Il y a 5 ou 6, allez, 8 si vous voulez, grands sujets sur lesquels il faut prendre des décisions de rupture. Ces décisions de rupture consistent à devoir se fâcher avec des gens qui ont beaucoup de pouvoir. Washington, l'OTAN, Bruxelles, quelques organisations syndicales, la haute fonction publique, les lobbies LGBT, la rue de Grenelle. Qu'est-ce qui reste encore? Les cabinets d'avocats, bureaux d'études qui vivent sur les normes, parce qu'il y en a plein qui vivent sur les normes. Si vous supprimez les normes, ça va faire du taf en moins. Bon. Il va falloir se fâcher avec tous ces gens-là. Mais pour de vrai. Pas simplement dire qu'on va se fâcher, puis, vous savez, comme le petit espagnol dans Astérix en Hispanie, là, se recroqueviller, se bouder, se mettre tout rouge, et puis attendre que ça se passe. Non, c'est pas ça. Se fâcher pour de vrai, prendre des décisions de rupture, type de Gaulle, je sors de l'OTAN, je fous les Américains dehors, ce qui n'était pas un détail. Et le problème, mes amis, est simple à résoudre. Ceux qui sont prêts à se fâcher, il y en a quelques-uns dans cette salle, ne sont pas prêts d'accéder au pouvoir, alors que ceux qui sont prêts d'accéder au pouvoir ne sont pas prêts à se fâcher. Voilà quel est notre problème. Alors, est-ce que c'est inextricable? La réponse est non. Car une alliance intelligente entre ceux qui sont prêts à se fâcher pour aller faire le sale boulot dans l'armée, ça s'appelle les grenadiers voltigeurs, le 13e RDP, la Colo et la Légion étrangère. Ce n'est pas toute l'armée. Et l'armée ne peut pas être organisée qu'autour de ces unités-là. Il y a beaucoup d'autres choses dans l'armée. Donc il y a les calmes et puis les plus nerveux. Il faut une alliance entre les calmes et les nerveux. Car si vous ne mettez aux affaires que des calmes ou des gens qui ont
qu'ils n'étaient pas à l'origine ni qui ont décidé de le devenir, et je ne vise évidemment personne en particulier, ça ne marchera pas. Donc ce que nous devons obtenir, c'est ça. C'est l'alliance, c'est la constitution d'unités de combat qui unissent des voltigeurs qui vont aller faire... Mais comme dans des organisations, ça se passe. On envoie des gens fermer des sites, nettoyer des services, virer tel ou tel qui a fait des conneries. Enfin, j'ai été DRH et consultant pour un certain nombre d'années de la vie. Ce sont des choses qu'on sait faire dans les organisations. On devrait pouvoir aussi le faire à la tête de l'État. Donc rien n'est perdu. Au contraire, si on arrive à faire comprendre à un certain nombre de leaders politiques que cette alliance-là est nécessaire, ce n'est pas une alliance de parti, c'est pas... D'une certaine manière, c'est même pas une alliance de projet politique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus une question de c'est presque une question de méthode, parce que sur l'essentiel, on devrait pouvoir trouver des accords intelligents. Voilà. On était entre tristesse et espoir, et l'espoir l'a largement emporté, ce qui est quand même très positif. Continuons dans l'espoir. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, d'abord, si on continue comme ça, pas besoin de faire un schéma, on ira vers la ruine, la censure, la guerre. Donc, on n'a pas très envie de ça. Donc, je vous dis ça parce que c'était les 3 mots-clés des vœux du 31 décembre, pour les quelques-uns qui ont regardé, de Macron. Vous n'étiez pas au courant, mais vous avez bien raison. Vous avez une hygiène de vie, vous avez raison. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut sortir de l'Union européenne et il faut détruire ce truc. Et elle se détruira quand la France, qui est un pays central, géographiquement, économiquement, historiquement, aura quitté cet enfer. Ça, je pense qu'il ne faut pas tergiverser. C'est maintenant, je crois qu'on a tous compris depuis plus ou moins longtemps, et peu importe. Ce qui compte, c'est qu'on l'ait compris, que cette structure, évidemment, n'est pas faite pour être réformée de l'intérieur. On ne réforme pas sa cellule de prison. On peut à la limite aménager le cadre, déplacer les objets ou les repeindre, mais on ne l'aménage pas. On quitte la cellule, la prison, et on la fait sauter derrière. Parce que cette structure veut notre mort. Il faut quand même être conscient de ce que c'est que ce truc. Entre la politique sanitaire, la politique militaire, la politique économique, la politique agricole, la politique alimentaire, politique économique, tout ce que vous voulez, migratoire aussi, évidemment, vous comprenez que cette structure, pour exister, elle doit, pour vivre, il faut qu'on meure, nous. C'est simple, hein. Donc, il faut la quitter et il faudra ouvrir un certain nombre d'enquêtes. Car ces gens-là, pendant des années, ont vécu sur la bête. Et cette structure est un réceptacle de corruption. Corruption par les cabinets de lobbying, par la Big Pharma, les grandes boîtes. Et il est hors de question de laisser ces gens-là continuer à vivre tranquillement du vol qu'ils ont accompli sur notre dos et sur le dos des peuples pendant les années qu'il leur restera à vivre. Et je crois que ce sera d'ailleurs très important. Il y aura une demande de justice, que je ne confonds pas avec la vengeance, qui est un sentiment négatif. La justice, c'est positif. Il faut rétablir la justice. Il y a eu beaucoup trop d'injustice, beaucoup trop de privilèges, beaucoup trop de corruption, de conflits d'intérêts qui ont créé tant de malaise, qui créent aujourd'hui une véritable haine, et un climat parfois de guerre civile. Donc il va falloir le résoudre, ça aussi. Il faudra retisser les liens, mais pour ça, il faut que la justice passe. Alors c'est à Bruxelles, puis c'est à Paris, qu'il y a aussi des gens à juger. Mais comment on fait pour obtenir cela? Vous me direz, on est dans l'incantation. Non, d'abord, on est dans un projet politique clairement dit. C'est important, parce que s'il n'est pas clairement dit, on n'ira vers rien. Donc d'abord, on dit clairement les choses. Ensuite, et bien sûr, on quitte l'OTAN, ça va sans dire. Toutes les structures supranationales, par définition, il faut les quitter, puisque par définition, elles ne respectent pas les peuples et les nations que nous sommes, et nos souverainetés. Donc voilà, c'est assez clair. Ça n'a rien à voir avec la coopération internationale classique. Je pense que tout ne se jouera pas forcément à l'élection présidentielle de 2027, que ça peut prendre une autre voie, que ça peut prendre une voie même peut-être hors des urnes. À la limite, dans l'histoire de France, il ne s'est pas passé grand-chose par les urnes de grand. Si vous faites le compte, pas grand-chose. Mais peut-être que ça passera par les urnes.
Peut-être que ce sera un mélange des deux. Il faudra être toujours sur le qui-vive, et on l'est, dans l'action, et on l'est. Et peut-être que le schéma électoral nous aidera à un moment ou accélérera les choses. Voilà, je ne sais rien, je ne suis pas Madame Irma, je n'ai pas de boule de cristal, je n'ai pas tiré les cartes. Et donc, je n'ai même pas de notion de calendrier. J'espère le plus vite possible, mais je ne peux pas vous garantir que ce sera 2027. Peut-être que ce sera avant, peut-être que ce sera un petit peu après. En tout cas, le plus vite possible. Mais bon, 2027 est là, et c'est une élection qui est importante en France, l'élection présidentielle. Alors, je pense qu'il faut évidemment une candidature unique de notre camp, sur des idées claires de Frexit, de sortie de cette structure. Nous, on avait proposé la primaire, parce que je ne suis pas fan des primaires, c'est américain. Si vous voulez. Au bout d'un moment, il faut trouver quand même des solutions, il faut être pragmatique. Mais ça n'a pas été accueilli très favorablement par certains, oui, par d'autres, moins. Bon, donc il n'y aura pas de primaire, si j'ai bien compris. C'est dommage, car je ne voyais pas d'autres solutions pour nous départager et obtenir l'unicité des candidatures. Mais peut-être, et ça peut être un espoir, qu'il peut y avoir une candidature fédératrice. Personnellement, je vais vous dire, je m'engage, allez, je pense que ça peut être Philippe de Villiers, qui peut être ce candidat, qui est dans le combat depuis combien de temps? Je ne sais pas, il faisait déjà campagne pour le non à Maastricht en 92. C'est lui qui a déniché Bolkestein en 2005, qui a fait grimper le non, campagne de 2005. Bon, il a toujours été Frexit, il a fait une tribune encore la semaine dernière sur la sortie de l'OTAN, etc. Donc, je me dis, c'est probablement lui aujourd'hui qui est le plus rassembleur et le plus fédérateur. Il faudrait que ce soit validé, il faudrait... Bon, attendez, je ne parle pas à la place des gens, c'est une suggestion. Mais je pense qu'à un moment, il faut quand même s'engager, il faut dire des noms, parce que sinon, on va être dans l'abstraction des idées tout le temps et on n'ira nulle part. Donc, à un moment, il faut bien que ça s'incarne. Donc, je pense que ça peut être une solution. Encore faut-il qu'il en ait envie. Et ça, c'est pas certain. Enfin, peut-être qu'il en a envie, peut-être qu'il le fera pas, peut-être qu'il n'a pas envie qu'il le fera pas, peut-être qu'il n'a pas envie qu'il le fera quand même, peut-être qu'il en a envie et qu'il le fera. Voilà, ce serait le meilleur des cas. Mais dans tous les cas, je pense que ce serait aujourd'hui la solution, on va dire, la plus intelligente. On ne sera pas tous d'accord avec tout ce qu'il dit, etc. Bah oui, c'est le principe. On est d'accord qu'avec son gourou, à 100%. Mais ça veut dire qu'on est un adepte. Et c'est plutôt dangereux. Il ne faut pas être des adeptes. Il faut rester des citoyens libres avec un esprit critique. On a le droit d'être en désaccord, y compris avec son président de parti. On a le droit. C'est même plutôt sain. Mais tout autant que tout ça reste évidemment dans des formes qui sont sympathiques, je veux dire, mais dans des formes de débat normal. Et vous voyez, et je pense qu'on est effectivement un camp qui est beaucoup plus nombreux qu'on ne le croit. Quand ils ont fait un sondage l'an dernier, ils ont dit qu'il y a déjà 38% des Français qui sont pour le Frexit. Mais moi, je suis tombé de ma chaise. Il y a peut-être des gens qui seront déçus en disant « Ah, on n'est que 38 », mais c'est énorme. Il n'y a pas un débat à la télé sur le Frexit. Vous vous rendez compte? On est déjà 38%. Mais les 50, on les passe en quelques mois de campagne habile, avec une incarnation rassembleuse. Donc oui, on a toutes les raisons d'être optimiste, mais ça suppose qu'on soit intelligent, qu'on soit pragmatique, qu'on fasse ici et là quelques pas de côté, les égos de côté, on accepte une petite concession parce qu'on ne sera pas à 100% d'accord. Bah oui, mais si on cherche toujours la personne avec qui on est d'accord à 100%, on va chercher toute notre vie et on va mourir comme ça. Et puis, on travaille ensemble, et puis on avance, et puis il n'y a pas de raison. La France, elle a connu bien pire dans son histoire. Pas de raison qu'on ne s'en sorte pas. C'est ça qu'il faut mettre dans la tête des gens et dans la tête des jeunes. Et les jeunes, en particulier les jeunes français, ils ont droit à un pays. Il n'y a rien de pire que de vivre dans un monde sans son pays, sans sa patrie, sans sa nation. C'est affreux. Ils ont droit à un pays comme nos ancêtres ont eu leur pays, qu'ils l'ont défendu pour nous. Bah, nous, on le défend pour ceux qui viendront après nous. Et on va le faire, on va gagner ce pari. Évidemment qu'on va le gagner. Un peu de courage, un peu d'honnêteté, un peu de sens des responsabilités, un peu de sens du rassemblement, et on gagne. Voilà, c'est comme ça que j'ai envie de conclure. Je peux... Bon, bah écoutez, on n'est pas le camp de la défaite, on n'est pas triste, et il y a plein d'espoir, c'est merveilleux. Par contre, dans le débat précédent, les Anglais nous ont expliqué que le Brexit, ils y sont arrivés, effectivement, mais à l'arrivée, ils n'ont pas réussi à le mettre en place parce que les élites ont tout bloqué. Donc, il nous reste un tout petit peu de temps. C'est une question qui n'était pas franchement prévue, mais on fait le Frexit, on gagne, on arrive à convaincre. Comment on fait pour se débarrasser de toutes ces élites qui ont été nommées par les gens en place et qui ne voudront pas laisser la place? Comment on fait? Vous voulez vraiment que je réponde à ça ou
Il y a 3-4 moyens. C'est la forêt de Rambouillet, c'est grand. Hein. Enfin, on sait faire ça. Hein. Oui, il y a des précédents d'ailleurs. Absolument. Comment on fait? D'abord, on les enlève de toutes les responsabilités qu'ils exercent. Au besoin, comme disait Florian très justement, les traduit en justice. Et puis voilà. Et puis on pratique. Vous savez, si les circonstances que vous venez de décrire adviennent, c'est plus le même cadre. Hein. On a changé de monde. Hein. Vraiment, on a changé de monde. Donc là, ça ne veut pas dire qu'on a le droit de faire n'importe quoi, parce qu'on n'a jamais le droit de faire n'importe quoi. Mais ça veut dire que des tas de choses qui nous paraissaient impossibles ou interdites ou inaccessibles la veille deviennent possibles. Enfin, et effectivement, en particulier, moi, je ne suis pas plus américanophile que ça, même si je parle couramment leur langue et que j'ai des tas de copains dans les deux chambres du Congrès. Mais enfin, ils ont une vertu, ça s'appelle le spoil system, c'est-à-dire le type qui arrive, dégage 4000 mecs à la tête de l'administration pour dire maintenant je travaille avec les miens, et puis les 4000, ils vont à la plage ou je ne sais pas, faire autre chose. Voilà, on trouvera toujours, hein, c'est pas très grave. Mais comment? On fait un référendum là-dessus, on fait une loi d'autorité? Ah non, c'est pas la peine de faire un référendum. Ah non, mais alors, là nous avons... Merci de poser cette question parce que je ne voudrais pas donner l'impression d'y répondre de manière trop légère, ce n'est pas du tout léger. Et c'est un vrai problème. Nous avons, dans le débat public, un énorme problème qui est un problème d'articles. On confond de et du. On confond l'état de droit avec l'état du droit. Et cette confusion, elle vaut même sur les plateaux de télévision, y compris, paraît-il, les plus éclairés. Je parle de ceux sur lesquels les projecteurs sont les plus puissants. J'entendais l'autre jour encore quelqu'un nous expliquer que l'état de droit, ça inclut les traités, le truc de la loi, c'est-à-dire c'est à la fois le cadre général du droit français et puis ce qui alimente ce cadre, depuis les lois ordinaires, enfin même les décrets, directives, règlements, jusqu'au traité. Il faut qu'on sorte de ça. On ne peut pas changer l'état de droit. Qu'est-ce que c'est que l'état de droit? Ça tient en une phrase, c'est la séparation des pouvoirs. Le fait qu'il y a un pouvoir exécutif, un pouvoir législatif séparé avec une autorité judiciaire, comme dit la Constitution de la Ve République. Ça, l'existence de ces trois pouvoirs séparés, ça, c'est l'état de droit. Et l'état de droit n'est que ça. Alors, vous pouvez y ajouter les principes généraux qui font vivre cette séparation, les raisons pour lesquelles ces pouvoirs sont séparés, y compris la déclinaison d'un certain nombre de pouvoirs qui sont attachés à chacun de ces pouvoirs en question, mais ça n'est que ça. Tout le reste, absolument tout le reste, pourvu qu'il respecte le principe de séparation des pouvoirs, peut évidemment être changé. Donc quand on vous dit qu'on va changer le droit, par exemple, avec les réserves que Florian disait tout à l'heure, la politique migratoire, vous pouvez pas, dans l'état actuel de l'architecture des normes européennes, françaises, etc., vous ne pouvez pas tout à fait la changer. Mais changer la Constitution sur la question du droit des migrants, ce n'est pas changer l'état de droit, c'est changer le droit. C'est changer l'état du droit, pas l'état de droit. Donc on est parfaitement attaché, tout le monde ici, à la séparation des pouvoirs, sinon ça s'appelle un état totalitaire ou une dictature. On n'a pas envie de ça. Donc on veut l'éviter, c'est pas pour en faire une. En revanche, tout ce qui n'est pas ça, tout ce qui est contenu dans cette séparation des pouvoirs, ça peut être changé, sans remettre en cause ce qui font de la démocratie, c'est pas l'état actuel de tous les codes qui seraient invariables, non. C'est le principe qui organise la répartition des pouvoirs. Par parenthèse, il y a un texte qui s'occupe de ça qui s'appelle la Constitution, qui devrait ne servir qu'à ça, mais qui est devenu une espèce de catalogue de la redoute des revendications au fil du temps. Il faudrait faire une petite toilette aussi de tout ça. Voilà, donc nous avons ce problème. Pourquoi je dis ça? Je termine brièvement. Quand nous arriverons aux affaires, qui que ce soit d'ailleurs, si on veut entamer cette politique de rupture, alors je vous le dis comme je le pense, il y a des fois où il faudra marcher en dehors des clous. Hein. Mais comme dit l'autre, quand c'est nécessaire, c'est nécessaire. On ne peut pas faire autrement. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc il faut y être prêt. Il faudra être prêt à affronter les critiques éventuelles. Ça n'est pas très grave. Mais encore une fois, si on en est là, le jour où on en est là, on reviendra. À ce moment-là, on aura le palais des congrès, Philippe, pour
la manifestation d'aujourd'hui, et puis on vous expliquera comment on fait passer en jugement les 2386 traîtres qui ont trahi le pays depuis 20 ans. Merci. Le mot de la fin, avec toujours autant d'espoir, bien sûr. Oui, donc je ne vais pas ajouter, et puis on dépasse le temps, je suis complètement d'accord, et il faudra être, oui, on va être un petit peu en dehors des clous, comme tu dis. Oui, parce qu'on sera sorti de 50 ans de trahison quand même, donc il y aura 2-3 choses à recaler. Voilà. Et on va étendre d'ailleurs il y a l'appareil politique administratif, il y a l'appareil judiciaire aussi qui peut poser un certain nombre de problèmes, mais ça se règle ça. Il y a l'appareil médiatique. Voilà, donc il faudra faire comme on fait dans notre histoire quand à un moment on a chassé les traîtres et comme disait l'autre, le parti de l'étranger, c'est-à-dire le parti du mondialisme aujourd'hui, il va falloir réinstaurer des principes français et de conformité à l'intérêt national. Mais par exemple sur la fonction publique, moi je suis, pour la connaître, je pense que 95%, elle demande que ça en fait. Les gens ne s'engagent pas dans la fonction publique pour trahir leur pays. A priori, c'est plutôt qu'ils ont à cœur le service de l'État et du pays. Ils sont souvent même navrés des directives absurdes ou dangereuses ou anti-nationales qu'ils reçoivent. Donc, je n'ai pas d'inquiétude particulière. Je pense qu'au contraire, on créera un souffle d'espérance et d'énergie phénoménal, que tout le monde aura envie de se retrousser les manches, qu'il y aura du boulot pour tout le monde, qu'il y a des jeunes qui s'expatrient, qui sont très talentueux, qui reviendront en France, parce qu'ils sauront qu'il y a des choses à faire en France, qu'il y a encore un avenir en France. C'est plus la société anxiogène, stressante, liberticide, épouvantable, lugubre dans laquelle on a été plongé là depuis plusieurs années. Donc voilà, mais ça, on aura d'abord, faisons ce qu'on doit faire avant. Si vous voulez, on n'y est pas encore. Donc on y réfléchira avant, mais on le fera après. Par contre, ce qu'on doit faire, on le fait maintenant. Et je vous appelle à venir d'ailleurs, puisque il reste 10 secondes. Si vous voulez venir demain, on fait à 15h au Champ de Mars, à la place Jacques Rueff, on fait une manif pour la liberté d'expression, contre toutes les tentatives de censure, la DSA, passe numérique, identité numérique, euro numérique. Parce que sans liberté d'expression, il n'y a aucun combat. Tout ce qu'on dit là, ça marche si on a encore une liberté d'expression. Donc je vous appelle tous à venir si vous avez rien d'autre à faire. Il fera un temps charmant. Ce dimanche, 15h, ce 15 février, place Jacques Rueff, c'est au Champ de Mars, au pied de la Tour Eiffel. C'est sympa comme tout. À demain. Merci encore.